Salut ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de juillet. Donc, en terminant le mois de juin, je vous ai parlé ultra rapidement du livre de synthèse de Caroline Georges. J'avais d'ailleurs pas réussi à dire son nom comme il faut. Ça s'écrit avec un K, Caroline, puis dans ma tête, c'était pas Caroline, ça s'écrit avec un C. Donc, Caroline Georges. C'est un livre audio que j'ai écouté pendant une bonne partie du mois de juin. En fait, tout le mois de juin, me semble. C'était quand même un gros livre publié chez Alto. Lorsque j'ai commencé à le lire, j'aimais vraiment ça. Il y avait une plume vraiment super intéressante, super captivante, des thématiques qui étaient différentes, originales, puis peut-être abordées de manière novatrice. Donc, j'ai embarqué dans ce livre-là que j'ai beaucoup aimé au départ. On va suivre une protagoniste. En fait, il y a comme deux filons. Il y a sa relation avec sa famille et il y a la relation avec son image et avec elle-même. Donc, le fait que très rapidement, elle était intéressée par la photographie, par l'image, par le fait d'être immobile, que les gens aussi trouvaient que comme son visage naturel, ça il y avait comme une profondeur, même si elle avait l'impression de comme rien faire, donc elle est devenue mannequin. Elle a vraiment été comme mise de l'avant, son image a eu beaucoup d'importance. Donc il y a comme ce filon-là, puis aussi sa relation avec sa famille, qui a eu des enjeux avec son père, avec sa mère, et qui avait des enjeux aussi entre eux. Donc c'est comme ça en parallèle qu'on suit tout au long de ce roman-là. Au début, il y avait vraiment plus la portion familiale, puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai un petit peu moins aimé parce que ma portion préférée, c'était vraiment toute cette dynamique familiale-là, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de quel impact ça a eu sur elle, quel impact ça a eu sur sa famille, comment son père, sa mère jonglent avec elle, comment tout ça s'est tissé, les non-dits, les malaises, la vie qui continue lorsque la maladie embarque là-dedans, comment elle jongle avec tout ça, la culpabilité, mais en même temps comme les émotions plus négatives, la frustration, la colère qui reste, le ressentiment. Donc tout ça, je trouvais ça super intéressant. Puis au travers de ça, lorsqu'on était dans le domaine de l'image, il y avait des moments où je trouvais ça intéressant, mais il y avait quand même parfois des grandes digressions sur les œuvres, sur la peinture, sur une réflexion philosophique de l'image. Puis ça, ce sont les moments qui m'ont perdu un petit peu lorsqu'on était juste là-dedans, dans cette bulle-là, comme complètement ailleurs, j'embarquais plus, tu sais, j'avais plus grand-chose à quoi me raccrocher. Donc, je l'ai terminé parce que c'est un roman audio. Est-ce que j'aurais terminé le livre si ça avait été en roman papier? Je ne sais pas. J'ai trouvé que c'était quand même très, très long aussi. Dans ma tête, ça aurait pu être raccourci et beaucoup plus efficace comme ouvrage, selon mes propres critères et mes préférences. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, je pense qu'à la fin de tout ça, il y a comme des pour, des contre. Peut-être que la relire dans un autre sujet, ça pourrait m'intéresser parce que je trouve qu'il y avait vraiment une belle écriture, un bon potentiel dans les relations interpersonnelles et tout ça. Puis même avec l'image, c'est juste que, c'est ça, lorsque ça digressait trop longtemps et trop profondément pour moi. Donc, ça a été comme une lecture correcte que j'ai fini en juin, mais la vidéo de juin était déjà assez longue, puis je fais ça en juillet, de vous en parler alors que je risque de lire beaucoup en juillet. Ah, well. La deuxième chose, le deuxième roman que j'ai lu, c'est Comme un long accident de char de Joël Martel. Je dis roman, là, mais on est dans le récit, là, tu sais, ça se veut son nom à lui. Ben, c'est marqué roman ici, c'est marqué roman. Mais j'ai pas mal l'impression que si je faisais des petites recherches, là, ce sont les noms de sa famille, de sa blonde, de sa sœur, de son père, de sa mère. Donc, bon, c'est sûr que ça n'a pas la même portée lorsque c'est quelque chose qui est directement de notre vie que lorsque c'est un roman et qu'on a romancé des choses que c'est fait pour être romancé. Comme un long accident de char, ça a été publié cette année, donc si on considère que c'est un roman, ça serait éligible pour le gala du roman québécois, d'où la raison pourquoi je l'ai lu, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était un coup de cœur pour elle. Et j'ai vu d'autres bonnes critiques de ce livre-là aussi. On parle du deuil, donc on va suivre
les souvenirs de Joël Martel, je veux dire Martel, de Joël, tout au long du livre, parce qu'il a vraiment côtoyé la mort très souvent dans sa vie et de manière assez proche. Son père, il est sur son lit de mort, puis ça fait en sorte qu'il se remémore tout ça, toute sa vie, toutes les morts qu'il y a eu proches de lui ou les personnes qui ont été malades. Donc, c'est comme quand même, ça se veut léger malgré le sujet lourd. C'est drôle parce que à ce moment-ci, vous n'aurez pas vu cette vidéo-là encore où que j'ai parlé de la guerre du Vietnam, puis entre autres M de Kim Thuy, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similarités dans ces, pas dans le sujet, mais dans les éléments qui ne sont pas mes préférés. Donc, on va parcourir beaucoup d'anecdotes avec plusieurs personnages différents de manière assez rapide tout au long du roman. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que j'ai bien de la misère. Je suis quelqu'un qui préfère peu de personnages et qui préfère un livre plus long, qui veut embarquer dans le psychologique, dans les histoires beaucoup plus profondément qu'en surface. Et forcément, c'est pas un gros livre, donc tu sais, ça se veut vraiment comme anecdotique, ça se veut conversation, voici ce qui s'est passé, voici comment je me suis sentie, mais tu sais, on s'étale pas, on reste pas, on s'étend pas plus longtemps qu'il faut. Chose intéressante, c'est l'écriture. Il y a vraiment une écriture comme parlée. Donc l'écriture, c'est vraiment plus comme de l'oral. Ça donne un petit ton intime, un petit ton de connivence que j'aime bien. J'aurais même poussé un petit peu plus, mais tu sais, je comprends que si c'est comme ça que son père parle, si c'est comme ça que lui parle, en tout cas, si on est dans le récit, on peut pas aller dans la caricature, mais j'en aurais pris un petit peu plus de cette écriture franchement, de franche camaraderie que Joël nous propose ici. Donc au final, c'est ça. Je suis embarquée dans le livre et avec tous les éléments dont je vous ai mentionné préalablement. Je lisais, mais comme j'avais de la misère à être comme embarquée dans l'histoire, puis vraiment à me sentir investie, puis à vivre des émotions et tout ça. Je vous dirais que ça l'a grandi en moi, ce livre-là, au fur et à mesure. Là, on voit plus souvent les personnages, on a plus accès aux dynamiques, ça rentre un petit peu plus dans ma tête. Puis les derniers sujets qui sont reliés à la mort, je pense qu'ils me parlaient un petit peu plus aussi. Donc à la fin, je vous dirais que j'étais comme rendue plus investie, puis que là, c'était la fin. Fait que c'était comme un petit peu trop tard pour moi. Donc c'est comme un avis comme ça. Tu sais, je pense que c'était pas un livre pour moi, mais je pense pas que c'est nécessairement un mauvais livre. Ma position actuelle pour le gala du roman québécois, ça va sûrement être plus comme de l'indifférence. Genre, je recommande pas parce que je cherche des romans spéciaux, des romans qui sortent de ce qu'on a vu, des trucs vraiment originaux. Je cherche à me faire renverser. Fait que c'est pas nécessairement arrivé ici. Puis, j'aurais pu dire que je recommande, mais même à ça, je garde mes je recommande pour un petit plus. Donc, voilà pour ma lecture. Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme de Michel Lapierre Dallaire. C'est son deuxième roman et j'ai lu le premier roman de cette autrice cette année. Celui-là a été publié en 2024 et c'était une invitée d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais. C'est pour ça que je l'avais lu préalablement et j'ai lu ce livre-là parce que j'étais intéressée, mais aussi parce qu'il fait partie de la sélection possible, des gagnants possibles pour les galas du roman, le gala du roman québécois. Si vous avez entendu parler du premier roman de cette autrice, c'est très personnel, ça frise l'autofiction, les histoires vraies, des sujets très difficiles avec de multiples trigger warnings. C'est quoi le trauma avertissement, je pense, le mot utilisé maintenant. Donc, on est vraiment dans les mêmes tales avec ce livre-là. La narratrice nous ouvre son cœur, ouvre son âme, ouvre son histoire. Histoire de vie pas banale, mais en fait une histoire, une enfance qui aurait pas dû être, qui aurait pas dû arriver de cette manière-là, un milieu pas du tout sain,
des touchés inadéquats, puis de la violence physique, psychologique, sexuelle et tout. On n'est vraiment pas dans un roman facile, on n'est vraiment pas dans une histoire de vie facile non plus. Lorsque j'ai commencé le roman, il y avait un filon que je trouvais vraiment intéressant. Au départ, elle nous parle de son enfance, puis de sa relation avec une de ses bonnes amies. Puis, il y a vraiment comme un gros chapitre sur les poupées Barbie, de son rapport par rapport à ces poupées-là, puis de ses questionnements, puis de l'hétéronormativité et de comment elle réfléchissait par rapport à comment la société est. Donc, tu sais, il y a comme la confrontation de ses idées, de ses émotions, de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même, puis de ce que c'est la réalité et la société et de ce à quoi on s'attend des relations et de ce qu'une petite fille devrait faire. Donc, il y a vraiment cette confrontation-là et aussi, ben forcément, confrontation des choses qu'elle a vues et qu'elle a vécues et qu'à cet âge-là, tu ne devrais pas avoir vu et avoir vécu. Par la suite, j'ai trouvé qu'il manquait cet aspect réflexif. J'ai trouvé qu'il manquait de ligne directrice à ce roman-là parce qu'elle nous raconte des souvenirs, des anecdotes. C'est comme un peu, ça finit un peu par être un journal intime qu'on lit avec pas nécessairement, en tout cas de mon point de vue, je sentais pas l'objectif derrière ça. Puis il y a vraiment des choses très difficiles, très intimes, masturbation, automutilation, qu'elle nous raconte avec une ouverture désarmante, mais ce sont des choses troublantes et des choses qu'une personne troublée a vécues et forcément avec raison, là, mais j'étais dans une position vraiment très malaisée. Je me demandais pourquoi j'étais en train de lire ça. Je me demandais c'était quoi l'objectif d'écrire ça et qu'est-ce que je devais en retirer. Puis peut-être que il y a, tu sais, c'est pas tout le temps ça, là, la raison du pourquoi les auteurs ou autoristes écrivent, que, tu sais, il y a pas nécessairement la pensée de qu'est-ce que le lecteur va tirer de tout ça, mais je me sentais vraiment comme dans un journal intime ou en train d'accueillir des confessions de quelqu'un qui a un passé lourd et que je n'ai vraiment pas les compétences pour accompagner cette personne-là et j'ai vécu un malaise immense parce que là, je sentais la détresse, je sais l'auto-fiction-ish et je vivais de malaise parce que je me disais il y a beaucoup de détresse à l'intérieur de ça, c'est brut, c'est écrit avec un message d'aide, une demande à l'aide, puis je suis pas compétente pour ça. J'ai envie d'apprendre puis de faire un gros câlin, mais comme c'est au-delà de mes compétences et je ne suis pas bien avec tout ça. Donc, est-ce que c'était l'effet recherché? Je ne pense pas, mais c'est l'effet qui a déversé. C'est comme ça que ça a été vécu par moi. Et lorsque j'ai fait ma critique sur Goodreads, il y a une couple de personnes qui sont venues m'écrire pour me dire que c'était ça aussi pour leur part qu'ils avaient ressenti comme émotion ou comme sentiment. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas aimé, que j'ai pas tout à fait compris l'objectif derrière la démarche parce que je veux pas, c'est un livre là, tu sais, ça se vend comme un roman, ce n'est pas un journal intime. Donc on s'attend quand même lorsque c'est pas de la non-fiction, à un travail éditorial, à un objectif, à une ligne de pensée, à une ligne directrice. Donc ça, pour moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Donc ça a beaucoup diminué mon appréciation de la lecture. Et tu sais, si je veux vraiment qu'on fasse une différenciation entre comme l'histoire de cette personne-là et le roman, tu sais, parce que c'est un roman. J'ai eu de la route à faire, donc j'ai décidé de me mettre dans les oreilles un roman audio, un livre audio sur la plateforme audio. Donc j'avais vu passer de très bonnes critiques sur le roman Prendre son souffle de Geneviève Janel.
Donc, je rentrais là-dedans, j'avais vu que les gens ils trouvaient ça tough, que c'était difficile, qu'il y en a qui avaient bien braillé. Je rentrais là-dedans avec seulement ces informations-là en tête et je l'ai écouté au complet. Entre l'Outaouais et Montréal, là, ça se faisait très bien. Donc, de quoi ça parle? On va suivre une protagoniste, il me semble qu'elle s'appelle Anaïs, et elle va rencontrer un gars. Et on va suivre en fait leur histoire d'amour, mais il va y avoir une situation quand même assez particulière qui va avoir un effet sur la force et la durée de leur relation. Je pense pas que c'est nécessairement un divulgateur de vous le dire. Je veux pas nécessairement tout entrer dans les détails parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas. On dirait que comme je veux que ça vous garde un petit peu de mystère. Mais si vous voulez comme une petite information, et là, tu sais, c'est pas du gâcheur, mais bon, ça peut être une information qui va peut-être vous faire comprendre des choses. J'ai trouvé que ça a un lien avec Me Before You de Jojo Moyes. Donc, dans ce livre-là, on va suivre cet amour fougueux à 100 000 à l'heure, mais aussi cette déchéance, cette pente douce mais amère, cette espèce de descente en enfer. C'est un roman au départ que j'ai trouvé très bien écrit. Il y avait plein de petits clichés, mais c'était tellement assumé, puis ça, c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup. On n'est quand même pas dans un sujet novateur. On a déjà eu des romances slash drames avec des réalités similaires. Donc, je suis rentrée dans ce roman-là avec pas nécessairement d'attente et des réflexions autour de ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé comment l'écriture elle est. Il y a un ton intime, il y a un ton vrai, puis tu sais, beaucoup d'humour. Donc ça m'a vraiment fait du bien. J'ai trouvé que c'était intelligent. J'ai trouvé qu'on était dans la subtilité, dans la finesse, que les personnages étaient bien ficelés, puis que les réflexions tout autour de ces thématiques-là étaient vraiment bien faites et allaient parfois même au-delà parfois des réflexions qu'on peut s'être faites autour de ces sujets-là. Donc, je trouve qu'il y avait quand même un pas de plus que ce qu'on lit ou ce qu'on peut voir autour de ces thématiques-là de l'amour et d'une possible déchéance de celle-ci. J'ai trouvé que c'était un roman, que l'histoire était bien construite, que c'était bien fait, qu'on s'attachait aux personnages, qu'on s'attachait à leur histoire, que les punchs étaient bien faits, bien amenés, bien buildés. Tout ça vient de l'écriture, mais aussi comme de la manière que c'était fait. Il y avait vraiment là, c'était super bon comme roman. Si vous voulez avoir quelque chose de coup de poing, je ne peux faire que vous le recommander parce que je trouve que c'est super efficace, que c'est super bien fait. Il y a pas de défaut à ce roman-là que je connaisse. En audio, c'était vraiment intéressant. Je pense qu'il y aurait peut-être eu plus d'efficacité en termes de broyage pour moi si je l'avais lu. Mais j'ai senti les moments qui étaient très intenses, les moments qui se voulaient tristes ou chargés d'émotions. Et tu sais, je les ai vus passer, puis je trouve à l'écouter pour moi, je suis un petit peu plus extérieure, donc j'arrive à comme réfléchir et à faire comme ah oui ça c'était vraiment bien fait et tout ça. Mais j'ai senti l'intensité de l'émotion, les pics. Et à la fin, je vous avoue que comme ça a vraiment monté. Je ne m'attendais pas à cette fin-là. Je trouve que c'est intéressant aussi le parallèle qui a été fait entre les différentes histoires, les différentes personnes qui vivent ce type de réalité, de drame-là, comment elles s'en sortent, comment elles décident de vivre ce drame-là, les personnes qui en sont affectées, puis les personnes qui sont un dommage collatéral de ceci. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, pas nécessairement la comparaison, mais les différents trajets, les différents parcours, les différentes façons de s'en sortir ou pas, de jongler avec ça, avec la vie, avec la fatalité de la vie, avec le fait qu'on n'a pas tout le temps de contrôle, que c'est pas toujours juste, que c'est comme ça. Je trouvais ça vraiment un bon roman. Donc, je sais pas si ça va faire le top 10
de mes lectures. Pour l'instant, ça déclasse pas les choses, mais c'est pas parce que c'est pas bon, c'est juste parce que les autres choses que j'ai lues ont peut-être un aspect plus novateur que ce roman-là, qui est un petit peu plus classique, je pense, dans son histoire, mais je serais très intéressée à relire cette autrice-là dans d'autres choses. Ouais, définitivement, j'ai trouvé que c'était une magnifique lecture, bouleversante, bien écrite. Tout ça, ça colle à ce livre-là. Et on va continuer, mais dans de la non-fiction. J'ai lu un livre de ma pile à lire, bravo à moi. J'ai lu cette belle petite brique de 530 pages, Mon Afrique de Lucie Pagé. Je vais donc être prête par la suite à lire le deuxième, Notre Afrique. On est autour des années 1990 jusqu'aux années 2000. À la fin, ça fait un petit blitz un petit peu plus vite. On va suivre en fait la vie de Lucie Pagé, qui est une femme journaliste qui est tombée en amour avec un homme en Afrique du Sud qui se nomme Jay Naidoo, qui était très important dans la sphère politique. Là, il y a un volet très politique. Je suis tellement pas experte, puis même si j'ai lu plein de choses et tout ça, je suis pas habilitée et je suis pas capable de vous répéter ce qui a été lu, écrit là-dedans, et ma foi, il y en a de l'information. Mais c'est un mélange entre nous faire découvrir l'histoire de l'Afrique du Sud avec l'apartheid, puis la libération de Nelson Mandela. C'est pas mal là qu'on est, là, rendu là. Il vient d'être libéré il y a une couple d'années, puis c'est comme rebâtir l'Afrique du Sud. Et aussi la vie personnelle de Lucie Pagé au niveau de son travail, ça c'est sûr, parce qu'elle va être correspondante avec le Canada parce qu'elle est là, puis ce sont des années historiques pour ce pays-là, mais aussi ses propres enjeux personnels parce que elle a un fils qu'elle a eu avec un homme blanc au Québec. Donc, est-ce que le fils vient vite avec elle? Est-ce que le fils reste avec son père? Est-ce qu'il fait du moitié-moitié? Quand, comment, pourquoi? Toutes ces questions. Puis, forcément, ben, c'est l'amour fou avec ce Jay Naidoo, mais lui, il est très, très embarqué dans la politique et c'est comme sa mission, tu sais, c'est pourquoi il est né, c'est pourquoi il est là. Donc, ça prend quand même beaucoup de place. C'est ça qui prend la majorité de son temps avant sa femme et éventuellement sa famille. Et donc, elle va avoir des enfants avec lui, puis, ben, tout ça, tu sais, tout son enfant qui est à l'étranger ou qui est avec elle, l'ex-conjoint, le fait d'être marié à un homme politique, les dangers malgré tout de l'Afrique du Sud qui était dans une période très violente et le combat des ethnies, les Noirs qui ont été opprimés, oppressés pendant toutes ces années-là, puis là, le retour du balancier, mais est-ce que les Noirs vont être avec un sentiment vif de vengeance? Là, les Blancs, ils ont peur. Puis, c'est comme... Puis, tout un aspect historique vraiment plus complexe que ça. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est quand même important au niveau politique, ben, dans toute la charge de ces événements-là puis de ce qui s'est passé, mais aussi au niveau du vocabulaire puis de ce qui se passe. Elle était baignée en plein là-dedans, donc elle sait de quoi elle parle, mais comme il y a plusieurs couches sous-jacentes, c'est quand même très complexe. Donc, tu sais, j'ai pris ce que j'étais capable de prendre, mais je suis définitivement pas habilitée à vous faire un résumé, une synthèse de l'histoire politique de l'Afrique du Sud. Ça ne se passera pas. C'est très intéressant aussi de voir ses propres combats intérieurs. Lucie Pagé, c'est une personne très intéressante, très intense, qui vit sur l'adrénaline, qui a un énorme besoin de perfection, qui est jamais satisfaite, qui est brisée par la culpabilité d'avoir un enfant qui a 2 continents. Donc, il y a comme vraiment des concepts super intéressants. C'est une femme qui est vraiment dure envers elle-même, qui a une vie, ma foi, comme incroyable, un peu impossible. Tu sais, moi, je me sens comme coupable lorsque j'ai des activités le soir parce que je m'occupe pas de mon fils. Mais tu sais, elle, parfois, elle était pas avec son fils pendant 6 mois. Genre, je ne peux imaginer la culpabilité qui tombait dessus. Donc, c'est difficile de vous en parler plus que ça. C'est vraiment un parcours de vie. C'est des années super importantes pour l'Afrique du Sud. Ça se dévore, ça se lit comme un roman parce qu'il y a vraiment un bel équilibre entre l'historique et le personnel et le travail et aussi une prise de conscience
sur ce que c'était la vie des femmes à cette époque-là. Elle a fait des documentaires vraiment importants que je n'ai pas vus, mais les voir se construire dans ce roman-là, c'était comme bouleversant. Elle a du talent, c'est ça, ouais, c'est indéniable. Puis ses œuvres sont encore là, des monuments. Elle a parlé des femmes qui se font violer en Afrique du Sud. Elle a parlé de la violence conjugale. Il y a eu aussi un documentaire sur la prison, le Rhode Island, où Nelson Mandela il a passé comme 18 des 27 années de sa vie. Donc, il y a comme tous ces sujets-là qui sont super importants pour elle, des documentaires qu'elle a fait qui sont comme des monuments. On dirait que je parle juste des mêmes mots depuis tantôt. Mais vraiment, je trouve que ça a été une forte rencontre, une belle découverte. Ça m'a déstabilisée. En même temps, ça m'a fait apprendre des choses. Ça m'a fait apprendre sur le parcours de vie de quelqu'un qui a eu une vie vraiment extraordinaire, particulière. Et j'ai bien hâte de lire la suite. Pas très loin. Avec des belles girafes. Notre Afrique, qui est la suite, qui est par contre un petit peu moins gros, hein? de presque 300 pages au lieu de 530. Ah oui, c'est ça, les lectrices ont demandé une suite à Mon Afrique, donc la voici. Est-ce qu'un couple intercontinental et mixte est viable? Comment élève-t-on des enfants sur 2 continents? Qu'advient-il de Nelson Mandela depuis 1999? L'apartheid est-il bel et bien révolu? Les conditions de vie des femmes en Afrique se sont-elles améliorées? Notre Afrique contient les réponses à toutes ces questions. Ça me donne envie. Ça sera pas tout de suite, là, mais ça va se passer définitivement. Avertissement, j'ai changé de micro, donc ça se peut que la qualité sonore soit bien meilleure à partir de maintenant. Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay. En fait, pour moi, c'était une relecture. On a fait un live, Sylvain Desmentis et moi, sur sa chaîne. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. On a comme petit projet ambitieux de lire tous les lauréats du prix des libraires en partant de l'année la plus ancienne. Donc, on a déjà lu 1994 et celui-là, c'était le gagnant de 1995. Donc, je l'avais déjà lu. Je vais vous mettre aussi la critique que j'avais faite à l'époque. Je l'ai réécouté. Elle est très similaire à ce que j'aurais dit aujourd'hui. C'est une histoire que j'aime beaucoup, une histoire qui parle de lecture, une histoire qui parle d'écriture, le cheminement du petit Michel au travers de son enfance et de son adolescence-ish et les découvertes qu'il a fait sur lui-même avec différents livres qui ont été marquants dans sa vie. Donc, c'est un roman que j'ai bien aimé à toutes les fois que je l'ai lu. Pour en savoir plus, les liens que je vous mets en barre d'informations. Je dois vous parler de Peuple de verre de Catherine Leroux. Catherine Leroux, c'est une autrice qui est reconnue pour écrire de manière onirique. On est beaucoup dans l'ambiance, on est beaucoup dans le descriptif. C'est une autrice de laquelle je me tiens loin habituellement parce que ce ne sont pas mes points forts, ces éléments-là. Ce ne sont pas les choses que je recherche nécessairement dans un livre. Par contre, elle a publié ce livre-là en 2024 et ça a été un gros coup de cœur de Karine de Mon Coin Lecture. J'aurais dû m'en tenir loin, vu qu'on n'a habituellement jamais les mêmes coups de cœur. Mais ici, c'est une dystopie, une science-fiction, puis ça me parle vraiment beaucoup. Donc, on va suivre Sidonie, qui est journaliste, et il y a une situation vraiment étrange. En fait, il y a de plus en plus d'enjeux par rapport à l'accès à avoir un logement. Donc, elle va se pencher là-dessus, va faire des reportages et tout ça, va écrire des pages sur ces enjeux-là, va aller voir les gens qui habitent maintenant dans la rue, puis il va s'intéresser à cet enjeu-là. Par contre, il va se passer des choses un petit peu étranges, puis on va se demander si c'est de la conspiration, est-ce qu'on est rendu des conspirationnistes? Mais il y a des gens qui vont disparaître de ces campements d'inlogés, c'est comme ça qu'on va les appeler. Donc, les personnes qui sont maintenant sans domicile fixe, qui sont des sans-abri, il va y avoir de moins en moins de gens, puis on ne sait
pas où ils sont. On n'arrive plus à les retracer. Et donc, ce qui semble être une impossibilité, quelque chose de fou là, auquel on n'aurait jamais pu croire, eh bien, c'est vrai, ces personnes-là sont ramassées pendant la nuit en fourgonnette et sont installées dans un environnement qui ressemble fort à une prison, mais qui est supposé d'être bon pour eux, donc un camp pour les inlogés. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? J'ai commencé le premier et le deuxième chapitre environ, il y a comme, je sais pas, il y avait mes plus grandes peurs dans ces deux chapitres-là. Une plume très descriptive, très froide, très extérieure. J'ai commencé le livre puis je me suis dit « Oh, ça va être difficile, ça va être long, j'y arriverai pas, je vais peut-être même pas être capable de le terminer. » Et rapidement, il y a comme un changement dans la narration. On se rend compte, et elle nous écrit maintenant des lettres. En fait, elle écrit pas à nous, Sidonie, mais elle écrit à un journal. La personne du camp des inlogés lui a dit, ben si tu veux pas me parler, c'est correct, mais j'aimerais ça que tu écrives. Donc nous, on lit ce qu'elle est en train d'écrire, donc ce qu'elle nous raconte et tout ça, puis on va en découvrir un petit peu plus sur sa vie d'avant, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est là maintenant, pourquoi sais, elle était en couple, elle avait un bon emploi. Comment ça se fait que tout ça a déboulé puis qu'elle s'est retrouvée, dans un camp délogés, dans un camp d'inlogés et ramassée par une fourgonnette et dans ce camp-là pour vrai, tu sais. Donc, physique, elle était dans la rue, mais maintenant elle est rendue dans l'espace pour les inlogés. Donc, on va suivre tout ça. Je vous avouerai que j'ai beaucoup plus aimé lorsqu'on a commencé dans cette version un petit peu plus épistolaire. Il y avait beaucoup moins de descriptions et j'ai quand même une forte tendance. J'aime beaucoup les dystopies, j'aime beaucoup la science-fiction. Donc, lorsqu'on est arrivé là-dedans, dans des situations que les gens, se disent que ça se peut pas, dans les trucs d'injustice, dans des trucs que personne croit, ça, c'est vraiment venu chercher ma petite fibre intérieure. Et lorsqu'on est rentré dans le camp officiel des inlogés, ben, il est pas officiel parce que le grand public ne le connaît pas, ça semblait vraiment comme si on était en prison. Pour vrai, là, Unité 9 et ça, très similaire. Je me retrouvais très bien, je savais où est-ce que ça s'en allait, je vivais les frustrations, ça fonctionnait vraiment avec moi. Là où que, comme un petit hic, c'est que je me sentais vraiment en prison, mais plus tant nécessairement dans un livre, dans un roman de science-fiction dystopique. Il y avait comme des enjeux similaires et parfois des enjeux différents, mais la dystopie me revenait plus aussi souvent. On était vraiment plus dans un cadre carcéral, même si je sais que c'est ça l'enjeu parce que c'est pas carcéral, ils n'ont pas fait de crime, là, c'est juste des personnes qui ont plus de logement, qui ont pas accès à un endroit pour s'héberger puis qui vivaient dans la rue, c'est pas un crime. Donc, ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, j'ai terminé le livre, puis je me suis sentie comme OK, tu sais, il y avait définitivement des éléments qui m'ont plu. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus laborieux que ça, mais au final, ça n'a pas été renversant, ça n'a pas été bouleversant. J'ai lu de la bonne science-fiction, de la bonne dystopie ces derniers temps, puis je peux pas dire exactement ce qu'il aurait fallu que ce livre-là fasse différemment, mais ça a plutôt sonné comme un livre carcéral qu'un livre de science-fiction pour moi. Fait que je pense que c'est peut-être là comme la ligne qui a joué contre ce roman-là. Mais sinon, c'était correct et beaucoup plus agréable que ce que je croyais au départ. Finalement, on va y aller avec un livre qui a énormément de popularité ces derniers temps, et pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais à l'extérieur, dans les médias traditionnels, dans les médias, la TV, la radio, ces affaires-là. Rue du Plessis de Jean-Philippe Plot, Ma petite noirceur. Ce livre-là, on le lit pour le Club Démenti, donc c'était la lecture du mois de juillet. Il y avait beaucoup d'effervescence autour de ce livre-là, donc je me suis dit que moi aussi, j'allais le lire avec, bien sûr, un grand sourire et plein d'enthousiasme. Là, il n'était pas placé au départ dans les romans.
Vous voyez, moi, assez rapidement, j'étais pas vraiment dans le clan du roman, j'étais comme dans le clan du récit peut-être, mais très biographique. C'est pas comme auto, parce que c'est pas nécessairement juste de lui qui parle, mais tu sais, il parle des gens autour de lui, il y a beaucoup de références aussi. J'étais pas dans le roman. Selon moi, là, il y a bien des ouvrages qu'on n'est pas certain de la ligne. Tu sais, je pense juste à Mélasse de fantaisie, mais je trouve qu'il était vraiment plus roman. Même Match, il est plus roman que ça. Même celui que je trouvais qu'il était pas tant roman, là, il est quand même plus roman que ça, comme un long accident de char. Donc celui-là, pour moi, là, ce n'est pas un roman. Ça parle de quoi? En fait, ça va parler de Jean-Philippe Plot, qui est un transfuge de classe. Donc, dans son enfance, il a grandi dans un milieu assez pauvre, culturellement, monétairement, psychologiquement, assez pauvre de manière globale. Et par chance, dirons-nous, il a évolué, il a fait de la radio, puis maintenant, il se considère plus dans un monde bourgeois. On va faire une discussion justement sur ce livre-là sur la chaîne de Sylvain Desmenties. En ce moment même où je filme ça, et c'est très important pour moi, la conversation n'a pas eu lieu. Donc, mais elle aura lieu lorsque vous verrez cette vidéo-là. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'information. J'ai une opinion à contre-courant sur ce livre-là actuellement. Je ne suis pas nécessairement capable de mettre le doigt sur ce qui m'a dérangé, mais il y a définitivement quelques éléments qui m'ont pas plu. J'avais peut-être des attentes quant au fait que c'était un roman et comme je vous ai dit, je ne considère pas que c'est un roman du tout. 2, il manquait une ligne directrice à ce livre-là, ce qui fait en sorte que j'ai l'impression que chapitre après chapitre, on parlait et on disait toujours la même chose, sans aborder des aspects différents, sans aborder des nuances. On recognait le clou qui était un transfuge de classe et que voici, ça avait l'air de quoi un milieu pauvre à l'époque de ma jeunesse. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'angles différents. Je trouve qu'on n'allait pas plus loin, plus gros globalement. Il y a des choses qui m'ont beaucoup titillé parce que faut quand même se dire que ce gars-là, là, il disait qu'en 94, il était fin de secondaire. Il est plus vieux que moi. On dira peut-être d'une dizaine, quinzaine d'années. Puis, il y a beaucoup d'éléments dont il parlait que je trouve que ça a un lien avec l'époque plus qu'avec la pauvreté. Et oui, c'est sûr, il y a les deux, mais tu sais, quelqu'un qui aujourd'hui vivrait dans la pauvreté et tout ça, je trouve que sa voix serait différente parce que l'époque est différente. Tu sais, il parle de racisme, il parle de misogynie, il parle de toutes ces choses-là, tu sais, de sa famille qui n'était pas très ouverte à l'inconnu et à l'autre, mais c'était quand même quelque chose de très commun à l'époque. C'était peut-être moins dit dans les milieux bourgeois, mais c'était honteux quelqu'un qui était homosexuel à l'époque. C'était peut-être pas dit avec des mots virulents, mais comme on fermait la porte, puis on faisait comme si ça n'existait pas. On disait que c'était son ami et non sa blonde ou son chum, tu sais. Il y avait beaucoup de choses que je trouve qui étaient peut-être similaires, mais que c'était pas nécessairement uniquement à cause de la pauvreté, mais juste à cause du contexte. Comme le fait aussi que les enfants commençaient à avoir plus d'éducation que leurs parents. Mais c'est aussi toute une époque, tout un contexte à propos de ça, dans le sens que, éventuellement, l'école est devenue obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans. Donc, forcément, les parents, ben, eux, ils n'étaient pas obligés d'aller à l'école jusqu'à ces années-là. Ils allaient dans les usines ou ils allaient dans les champs, ils allaient aider leurs parents parce que les parents, ils avaient besoin d'aide pour se nourrir et tout ça. Donc, c'était aussi comme très commun. C'est sûr que c'était peut-être moins commun dans des milieux où que les parents n'avaient pas nécessairement besoin de l'argent des enfants, mais il y avait comme tout le contexte aussi qui avait, tu sais, ils avaient fait leur argent comment, est-ce qu'ils étaient bourgeois de la génération d'avant. Donc, en tout cas, il y a plein de choses comme ça que je trouvais qu'il manquait un petit peu de contexte historique
qu'on était très concentré sur l'élément qu'il voulait amener et qu'il voulait dire, mais qu'il y avait vraiment plein de choses autour qui n'étaient pas nécessairement dites. Et il a parlé de l'époque rapidement à certains endroits, mais j'étais comme, c'est très tard, puis t'as déjà cogné le clou que c'est à cause de la pauvreté depuis longtemps. Puis, tu sais, moi, je peux pas dire que j'ai vécu dans un milieu pauvre, mais je peux pas dire que c'était bourgeois non plus. Tu sais, il y a comme un grand spectre aussi à l'intérieur de ça, tu sais, de familles qui s'en sortent, mais tu sais, qui sont pas dans la pauvreté, mais qui sont pas dans l'opulence non plus. Puis aussi, beaucoup de choses aussi qui me faisaient penser au discours de petites régions. Tu sais, moi, je suis née au Saguenay, Lac-Saint-Jean, tout ce qui est ethnie, tout ce qui est quelqu'un qui est pas blanc, ben la peur de l'inconnu, c'était pas nécessairement juste les milieux pauvres, c'était tout le monde, parce qu'il y avait personne d'autre qui avait une couleur de peau différente que, tu sais, tout le monde était pareil. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses par rapport à l'inconnu, par rapport à l'ouverture des autres et tout ça, que, c'était l'époque, puis ça pouvait être aussi plein d'autres facteurs. Fait que, tu sais, c'est ça, je trouve que il manquait de lignes directrices, il manquait un petit quelque chose, il y avait plein de phrases que j'étais comme « Ah, je sais pas ». Je l'ai écrit, mais en tout cas, il est dans mon téléphone, je vais sûrement en parler pendant le live. Mais il y a comme un moment qui dit qu'on est le produit de notre société et des influences de notre milieu et tout ça, ce qui est vrai, mais il fait comme rire un petit peu du fait qu'il y a des gens qui disent qu'ils se sont fait eux-mêmes. Donc, tu sais, moi, ce que je vois là-dedans, c'est la résilience d'une personne dans un milieu qui était difficile et qui en est sortie de par elle-même. Cette personne-là s'est sortie de ce milieu-là et n'a pas reproduit les patterns de cette famille-là. Puis j'ai des exemples en tête des personnes, des enfants que je connais, mais aussi des adultes que j'ai connus qui avaient un milieu vraiment difficile et ben ils ont réussi à faire des études malgré que c'était pas ce que les parents voulaient, malgré qu'il y avait personne nécessairement qui était là pour eux. Je connais des gens qui ont été vraiment résilients, puis je peux pas dire que j'attribue ça toujours au milieu. Puis là, je comprends, il est sociologue, lui, c'est ça son point de vue, c'est ça sa sphère, mais ben je trouve que ça m'a vraiment déplu son commentaire par rapport au fait qu'il y a des gens que leur personnalité intrinsèque est plus forte que le milieu. C'est sûr que le milieu existe, mais c'est ça manquait de nuances. Puis, tu sais, c'est un ouvrage courageux. À plusieurs reprises, il dit que sa famille était comme pas vraiment pour ce livre-là, mais que lui, en fait, son objectif, c'est juste de le mettre de l'avant, de montrer que ça existait et de montrer que ça existe encore. Je peux comprendre le choix de garder les noms, de garder des segments, des moments qui ne plaisent pas à ces personnes-là. Je trouve ça difficile. Tu sais, comme je veux dire, c'est pas un ouvrage qui parle de lui nécessairement complètement, tu sais, ça parle de les personnes qui étaient autour de lui puis qui l'ont façonné tout ça, son père, sa mère, ses oncles, tu sais, ses amis et tout ça. Donc ouais, je peux comprendre le malaise, je peux comprendre pourquoi il y a de la grogne autour de ce livre-là et que les gens n'ont pas envie d'être tournés en bourrique, même si c'est pas ça son objectif, c'est quand même ça le jugement des gens qui vont lire le livre. Donc, sais ça. J'ai pas été vendue. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de répétitions. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine longueur. Je suis à contre-courant. J'ai presque même failli l'abandonner. Fait que, on va finir mon update du mois de juillet ainsi. C'est dommage. C'est très dommage, mais bon, c'est la vie. Sur ce. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.